Barbie, c'est un tortionnaire, c'est un sanguinaire, cet homme-là. C'était un sauvage. On ne voyait pas un homme en lui, on avait l'impression qu'une bête féroce entrait dans la cellule, d'ailleurs c'était la terreur. Il hurlait. Pour moi, c'est l'horreur. Pour moi, c'est l'horreur. Il incarne la nuit, le noir, le mal à l'état pur. Klaus Barbie arrivera donc en France, à Lyon, ce soir à 19h30 à bord d'un avion militaire. C'est à 22h25 que l'avion militaire, un C-130 Hercule transportant Klaus Barbie, a décollé de La Paz en Bolivie. L'incertitude a été grande pendant toute la nuit sur l'itinéraire suivi par cet avion, mais en fin de matinée, on apprenait que l'appareil transportant Klaus Barbie avait fait escale à Cayenne en Guyane. Une heure plus tard, Klaus Barbie est reparti à bord d'un avion en couleur française et selon donc les dernières informations, il est attendu ce soir à 19h30 sur l'un des deux aéroports lyonnais. Devrait arriver en France, mais dans l'instant, on attendait, comme vous l'avez dit, cet avion qui transporte Klaus Barbie, mais il n'est toujours pas arrivé. Il est même possible qu'il se pose ailleurs. Mais plus passent les minutes, plus la foule ici grossit, celle des journalistes, bien sûr, venus du monde entier. Il y a là des photographes, des caméramens de télévision, venus notamment du Brésil, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis. Ce vol avait été modifié. Raison justifiée puisque dans l'aéroport de Lyon, une ancienne internée de Drancy était interpellée par les policiers. Elle avait sur elle une carabine 22 long rifle. Elle s'appelait donc Monique et elle dira lors de son interrogatoire qu'elle voulait tuer Klaus Barbie. 40 ans après son départ de Lyon en 1944, l'homme qui a sévi à la tête de la Gestapo revient hanter les mémoires. Et cela pour un procès historique. Une première question ce soir, que reproche-t-on à Klaus Barbie? Entre autres, vous allez le découvrir, la chasse, l'arrestation, la torture et la déportation de milliers de résistants et de juifs à Lyon et dans sa région. Une liste non exhaustive de ces actes criminels qui hantent donc en ce mois de février 1983 les victimes elles-mêmes ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. Des hommes et des femmes qui s'interrogent. Pourquoi a-t-il fallu attendre autant d'années? Comment cet homme a-t-il pu échapper à la justice? Tout cela a longtemps relevé du secret et en se plongeant dans cette incroyable histoire, on y découvre des protections inattendues. Qui a donc couvert la fuite de Barbie? Dans cette enquête, on retrouve des hommes des services secrets américains, du Vatican, les hésitations du pouvoir politique français et la couverture de dictateurs sud-américains. Voici le premier chapitre de cette histoire. Alors qu'en 1944, les Alliés progressent, la guerre bascule, Klaus Barbie, fonctionnaire zélé de la machine nazie, fuit. Il quitte Lyon et il va réussir à regagner l'Allemagne. Durant 2 ans, Klaus Barbie se cache en Allemagne derrière de fausses identités. Il se fait appeler Becker, Speer, Klein, Mayer ou encore Mertens. Il a échappé plusieurs fois, avec beaucoup de difficultés de la police britannique, de la police américaine, qui le cherchaient personnellement. Mais il n'est pas la priorité des Alliés. Dans les mois qui suivent l'armistice, ce sont ces hommes-là qui se retrouvent dans le box des accusés. Ils sont 24, jugés pour crimes contre l'humanité à Nuremberg en 1946. Parmi eux, Rudolf Hess, le dauphin d'Hitler jusqu'en 1941. Von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, ou encore Hermann Göring, commandant en chef de l'armée de l'air. Lieutenant Hermann Wilhelm Göring, the International Military Bureau sentences you to death by hanging. Leur condamnation se veut exemplaire. Pour le monde entier, une page vient de se tourner. Mais alors,
Que sont devenus les fonctionnaires du régime nazi, comme Klaus Barbie? Pour le moment, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon se fait toujours discret dans une Allemagne en reconstruction. Le 8 mai 1945, l'Allemagne dépose les armes et l'Allemagne est donc divisée en 4 zones qui reviennent chacune aux Alliés. La France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Et dans cette Allemagne vaincue, d'anciens nazis comme Klaus Barbie vont devenir une arme précieuse pour les Alliés, entrer en guerre contre le communisme. Ce qu'il nous fallait, c'était des hommes de nationalité allemande qui avaient la capacité, et avec un peu de chance l'expérience, d'infiltrer les zones où les soviétiques pourraient avoir une influence en Allemagne et nous en faire un rapport. Une mission sur mesure pour Klaus Barbie, qui apparaît sous son vrai nom sur ses clichés. Des photos prises par les Américains lors de leur rencontre le 18 mai 1947 avec Barbie. Ce jour-là, il est convoqué à Memmingen, dans les locaux du CIC. Il s'agit en fait des services secrets de l'armée américaine. Convoqué, mais sans être inquiété, car il s'agit en fait d'un entretien d'embauche. L'armée américaine n'était pas trop gênée par le passé de criminel de guerre, mais en tout cas, ils ne voulaient pas savoir. Hein, don't ask, don't tell. Je ne vous demande pas, et puis vous ne me dites pas, et puis tout ça est très bien. En ce printemps 1947, Klaus Barbie devient l'agent X3054. Dans le compte-rendu de son recrutement, il est qualifié par son employeur américain d'honnête homme, calme, courageux. Et qualité principale, ce nazi idéaliste est foncièrement anticommuniste. Il était bien vu. Il était sérieux, digne de confiance, honnête. Il était très intelligent. Il savait rassembler des informations. Il savait comment diriger des agents. C'était un espion professionnel et on était très heureux de l'avoir. Et les Américains se félicitent des états de service de leur nouvel agent. Incognito, Barbie se mêle à la foule et tente de démasquer les communistes. Pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence, presque inespérée. Non seulement il a retrouvé sa véritable identité, mais en travaillant pour les Américains, il bénéficie aussi de leur protection. 2 ans après la fin de la guerre, Barbie profite de sa vie de père de famille avec sa femme et ses 2 enfants, Ute et Jörg, en toute tranquillité. Mais l'histoire l'a-t-elle pour autant oublié? La réponse est clairement non. La preuve, le nom de Barbie apparaît dans ce fichier qui dresse la liste de 70 000 criminels de guerre en fuite, une liste établie par les Nations Unies. Barbie, alias Barbier, Klaus, homme de nationalité allemande. Capitaine ou lieutenant de la Gestapo, assassin, recherché par la France. C'est la France qui va pour la première fois contrarier la paisible reconversion de Barbie. 3 ans après la fin de la guerre, son nom refait surface car il est impliqué dans l'affaire dite de Caluire. Les faits remontent au mois de juin 1943. Alors chef de la Gestapo de Lyon, Barbie recherche activement Jean Moulin, l'envoyé du général de Gaulle en France. Début juin, Barbie apprend qu'il doit tenir une réunion de la plus haute importance dans ce village, à la périphérie de Lyon. Le rendez-vous est donné ici, dans cette maison, celle d'un médecin, où les allées et venues passeront inaperçues. Le 21 juin, les responsables des différents mouvements de résistance se rejoignent donc ici, en début d'après-midi. Vers 14 h, Jean Moulin arrive accompagné de Raymond Aubrac, un résistant de la première heure. Dans les minutes qui ont suivi, la maison a été envahie, cernée, envahie par une bande de SS commandée par Klaus Barbie. On voit tout de suite que c'est Klaus Barbie. Ou plutôt on l'entend, parce qu'il hurle. Immédiatement, la maison est pleine de hurlements et de bruits divers. Parce qu'au premier étage, où étaient réunis nos 5 ou 6 camarades, les SS ont commencé
à les frapper tout de suite. Et ils ont entrepris de mettre les menottes à tout le monde. Simone Percé, alors sténodactylo à la mairie du village, assiste à l'arrestation depuis la fenêtre de son bureau. À ce moment-là, des hommes sont sortis de la villa du docteur, du Goujon, des hommes menottés, avec les mains sur la tête, et encadrés par la Gestapo que nous connaissions par leurs costumes, les grands imperméables et le chapeau mou, et voilà, qui étaient là, qui les tenaient et qui les faisaient monter dans la voiture, qui les poussait pour monter dans cette traction. À ce moment-là, un homme s'est échappé. Il y avait là 5, 6, 10 SS, armés de mitraillettes. Et on a entendu 2 ou 3 coups de feu isolés. Et le garçon en question, que nous appelions Hardy Didot, a disparu. Le dénommé Hardy Didot a donc disparu. Moulin, Aubrac et leurs compagnons sont en revanche conduits dans les caves de la Gestapo de Lyon pour y être interrogés et torturés par Klaus Barbie. Transféré à Paris et torturé à nouveau, Jean Moulin mourra des suites de ses blessures. 5 ans plus tard, en 1948, le nom de Barbie est évoqué pour la première fois depuis la guerre en marge d'un procès. Celui de René Hardy. Il est accusé d'avoir trahi ses camarades et d'avoir informé la Gestapo de la réunion de Caluire. La justice veut donc entendre Barbie et elle le localise en Allemagne. Mais les autorités découvrent aussi que pour l'interroger, il va falloir demander l'autorisation aux Américains. Les Français voulaient savoir qui avait tué Moulin, pas de problème. Mais s'ils voulaient savoir ce que nous faisions à ce moment-là pour espionner l'Allemagne, non, on ne partage pas ces informations. C'est donc sous le contrôle des Américains que les Français posent finalement leurs questions à Barbie le 14 mai 1948. L'interrogatoire a lieu dans les locaux du CIC, à Francfort, en Allemagne. Veuillez préciser les conditions dans lesquelles fut préparée l'arrestation des chefs militaires de la Résistance le 21 juin 1943. Grâce aux réponses de Barbie, les enquêteurs espèrent enfin résoudre l'énigme de Caluire. Il est exact que Hardy, alias Didot, m'a indiqué qu'une réunion des chefs de la Résistance devait avoir lieu le 21 juin 1943, à Lyon. Il m'a appris que Max devait participer à cette réunion. Hardy m'a dévoilé la véritable identité de Max et m'a dit que son véritable nom était Jean Moulin. Tous les Allemands qui m'accompagnaient savaient que Hardy devait prendre la fuite. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Barbie persiste et signe cette déposition à charge contre René Hardy. Des déclarations jugées invérifiables. Un témoignage finalement rejeté par la Cour, qui acquitte René Hardy le 8 mai 1950. Le témoignage de Barbie n'a donc pas été pris en compte, mais sa déposition a une conséquence essentielle. Il a été pour la première fois identifié et localisé en Allemagne. Et ces victimes lyonnaises s'émeuvent très vite d'une telle impunité car les crimes de celui que l'on appelle le bourreau de Lyon ne sont pas tombés dans l'oubli. Dans la région lyonnaise, les langues se délient et des accusations contre Klaus Barbie commencent à voir le jour. À ce moment-là, on a des témoignages précis sur ses activités à Lyon, et pas seulement sur l'affaire Moulin, mais sur ses activités en général et sur la Gestapo de Lyon et sur les luttes contre les maquisards et l'emploi de la torture. Donc là, on a vraiment des témoignages très précis. À ce moment-là, commençaient des demandes officielles de la France. Rendez-nous Barbie. La France demande donc officiellement à plusieurs reprises l'extradition de Barbie aux autorités américaines. Et voici ce que les États-Unis répondent. Les forces d'occupation américaines et la police allemande, qui sont engagées depuis 1949 dans la recherche de l'individu, n'ont pu obtenir aucun résultat. Si les Américains prétendent ignorer où se trouve leur agent,
c'est parce que Barbie est devenu très embarrassant, comme l'affirme dans ce mémo confidentiel le directeur du contre-espionnage américain. La façon la plus honnête de résoudre ce dilemme aurait été de dire « Oui, nous savons où il est. Nous avons les informations. Le voilà. Prenez-le. Nous sommes très gênés d'avoir travaillé avec lui. Mais nous ne savions pas que c'était un criminel de guerre. Maintenant que nous avons vu ces accusations, prenez-le, jugez-le, faites ce que vous avez à faire. » Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Non seulement les Américains ne livrent pas Barbie aux Français, mais ils vont aller beaucoup plus loin, en décidant d'exfiltrer Klaus Barbie. Pour cela, ils contactent un homme, un spécialiste de ce genre d'opération, le père Draganović, un prêtre croate au passé trouble, lui-même recherché pour crimes de guerre. Il vit ici en Italie, dans cette petite église des faubourgs de Rome, qui lui offre une couverture idéale. Le père Draganović dirigeait l'Institut San Girolamo, qui était à Rome, qui était un institut catholique ouvert à des prêtres croates. Dans le secret de sa sacristie, le père Draganović a en fait mis sur pied un réseau très bien rodé pour exfiltrer fascistes croates ou criminels nazis en fuite. Son nom de code, la Ratline, la route des rats. Le père Draganović leur donne avant tout une infrastructure et la possibilité, les papiers et la possibilité de voyager. Évidemment, Klaus Barbie ne peut pas passer en Amérique latine sous son vrai nom. La décision est prise par Draganović qui lui donne un nouveau nom. Klaus Barbie a désormais de nouveaux papiers et une nouvelle identité. Dorénavant, il s'appellera Klaus Altmann. Le 9 mars 1951, la famille Altmann quitte l'Allemagne et traverse l'Europe pendant 3 jours et 3 nuits. Leur voyage les mène ici, en gare de Gênes, au nord de l'Italie. Ils sont accueillis par le père Draganović qui va s'occuper de tout jusqu'au jour du départ. Première formalité, obtenir le laissez-passer indispensable au voyage au long cours. Pour cela, Draganović n'hésite pas à détourner les services de la Croix-Rouge internationale, où travaille alors à l'époque cet homme, Branko Bokun. Il se souvient du prêtre croate. Il était comme un gypsy, un zigane, blême, maigre, émacié, mais il était charmant. Ces ecclésiastiques servent en quelque sorte de garants moraux au regard de la Croix-Rouge internationale, et c'est ça qui lui permet d'obtenir les visas pour passer en Amérique latine. Alors, le Vatican était-il au courant des agissements du père Draganović? La question reste aujourd'hui encore sans réponse. J'imagine que le pape ne posait pas trop de questions. Il ne voulait pas savoir des choses comme ça. Il n'y a rien au monde que le Vatican ne sait pas. Grâce à ses passe-droits, Draganović apparaît donc comme garant de moralité sur ce laissez-passer délivré par la Croix-Rouge, le 16 mars 1951, au nom du réfugié Klaus Altmann. Barbie en a profité pour se rajeunir de 2 ans et il se prétend mécanicien. Mais son prénom et celui de ses enfants ne changent pas. Sur ce document apparaît aussi la destination choisie par la nouvelle famille Altmann, l'Amérique du Sud, le nouvel Eldorado des nazis en fuite. Nous sommes le 23 mars 1951. Les Altmann se retrouvent donc parmi les passagers qui montent à bord du paquebot Corrientes. En toute légalité, ils embarquent pour le Nouveau Monde. L'opération s'est déroulée sans incident du début à la fin. Telle est la conclusion du rapport des agents du CIC, chargés de l'exfiltration de Klaus Barbie. Comme Joseph Mengele, le médecin nazi que l'on appelait l'ange de la mort à Auschwitz, comme Adolf Eichmann, l'un des instigateurs de la solution finale, Klaus Barbie fuit l'Europe et rejoint l'Amérique latine. Parallèlement en France, on continue de le rechercher et de le réclamer aux Américains. Il sera d'ailleurs condamné à mort par contumace en 1952 et 1954. Bien loin de ces décisions de justice, celui qui se fait appeler Klaus Altmann vit donc à des milliers de kilomètres de Paris
il est arrivé en Bolivie. C'est ici, quelque part dans la jungle amazonienne, que Klaus Barbie pose avec ses nouveaux compagnons. Depuis son arrivée, il s'est forgé une nouvelle vie, à l'abri des regards. Il avait monté un aserradero en espagnol, c'est pour couper les bois et vendre. Il travaillait là avec des ouvriers indiens et aussi même avec des juifs. Des Indiens et des Juifs. Ironie de l'histoire, dans la Syrie où il travaille, Klaus Altmann partage son quotidien avec ceux qu'il considère comme des sous-hommes. Mais il n'a rien oublié de son passé, comme en témoigne son homme de confiance. Il s'appelle Alvaro de Castro. Je vais raconter une anecdote. Ils empilaient les planches des jassiers pour les transférer ensuite vers la ville. Mais il fallait marquer la quantité. Il a pris une craie et les a marquées avec une croix gammée. Il marquait toutes les 10 planches avec une croix gammée. Un jour, par hasard, les propriétaires juifs l'ont appelé. « Monsieur Altmann, que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il des croix gammées? Êtes-vous nazi ?» lui ont-ils demandé furieux. Et il a dit « Non, non, c'est un symbole très beau, j'aime ce signe. » C'est ce qu'il m'a raconté. C'est un symbole très beau et il n'a rien de mauvais. Le nazisme, toujours présent. Barbie s'intègre pourtant à son pays d'adoption. Le 3 octobre 1957, il devient officiellement citoyen bolivien. Les années de discrétion dans la jungle sont alors révolues. Les Altmann sont désormais installés à La Paz, la capitale, et ils mènent une vie de famille comme les autres. Ils faisaient des balades dans le pays avec eux, ils allaient au lac Titicaca, ils voyageaient en voiture. Ils ressemblaient à n'importe quelle famille allemande qui avait déménagé en Bolivie. Parmi ces immigrés allemands, Klaus Altmann, sous son chapeau, le sourire aux lèvres, est bel et bien insouciant. Sous ses airs de père de famille ordinaire, il a mis au point des affaires variées. Exportation de quinine, commerce de bois, mais également des affaires moins officielles. Ainsi, au milieu des années 60, il est approché cette fois par les services secrets allemands qui s'intéressent à la situation politique en Bolivie. Qui mieux qu'un Allemand vivant sur place pour les renseigner? Pendant quelques mois, Altmann devient donc l'agent Adler. Il a été contacté par les services secrets allemands dans les années 60. Mais quand ils se sont rendus compte de celui avec qui ils étaient en train de faire affaire, ils ont coupé les ponts. Cependant, après cette rupture dans leur collaboration, les services secrets ne jugent pas nécessaire de prévenir les autorités judiciaires de l'endroit où vit Barbie. Résultat, une fois de plus, il peut poursuivre ses affaires et son ascension dans la haute société bolivienne. Par ses activités d'homme d'affaires, Barbie est naturellement lié à l'armée bolivienne et connaît les généraux qui vont par la suite être les généraux putschistes. Parmi ces généraux, il y a René Barrientos. Le 7 novembre 1964, il vient de prendre le pouvoir avec la bénédiction des États-Unis. Barrientos était un officier militaire soutenu par les Américains qui le voyaient comme un allié dans leur guerre contre le communisme en Amérique latine. Les Américains ont-ils favorisé la rencontre entre leur ancien protégé et Barrientos? En tout cas, les deux hommes, tous deux anticommunistes, nouent des liens particuliers. Et dans les cercles militaires, la rumeur court que le nouveau président a un cerveau allemand. Une fois qu'il a la charge de président, il fait appel à Barbie comme son homme de confiance. Et le nouvel homme de confiance va souffler à Barrientos une idée inattendue. Le pays n'a pas d'accès à la mer, pourtant il propose d'acheter un bateau aux couleurs de la Bolivie. Pour cela, il met sur pied une souscription populaire sans précédent. Je m'en souviens bien car j'étais adolescent à l'époque. Il y a eu une campagne de collecte de fonds pour acheter un bateau pour la Bolivie. Même les enfants économisaient quelques centimes de leur argent de poche. Et même les dames de la bonne société et les bourgeoises mettaient de côté leurs boucles d'oreilles, leurs bagues, leurs colliers pour aider à acheter ce bateau.
Finalement, 50 000 $ seront récoltés, comme l'atteste ce décret officiel. Mais il n'y aura jamais de bateau. On ne retrouve pas la trace de l'argent. En revanche, une société maritime est tout de même créée, la Transmaritima Boliviana. Voici la photo d'un des conseils d'administration. Autour de la table, celui qui en devient le directeur, Klaus Altmann. Il cherchait la légitimité, et la Transmaritima la lui a donnée. La Transmaritima lui sert clairement de moyen pour se connecter avec le monde. Grâce à cette entreprise et à ses liens avec le pouvoir, Altmann obtient un passeport diplomatique. Il peut dès lors tranquillement voyager, Amérique latine, États-Unis, il serait même revenu en France. Des voyages d'affaires effectués à visage découvert sans aucune crainte d'être reconnu, et pour cause. Personne ne traque pour le moment Klaus Barbie. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, son nom circule à nouveau dans les dossiers des services secrets français. Des informations en provenance d'Allemagne démontrent que Barbie est bien vivant et qu'il serait à La Paz. Les services secrets français reçoivent ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Plusieurs options. Option numéro 1, on pense qu'il est encore utile aux Américains. On pense qu'il est encore un agent des Américains. À ce moment-là, on ne va pas intervenir. Klaus Barbie est-il toujours un agent des Américains? Mais surtout, la France a-t-elle réellement les moyens de réagir? On peut se demander, est-ce que le monde judiciaire a le pouvoir d'aller faire arrêter Barbie en Bolivie? Eh bien, le monde judiciaire n'a pas ce pouvoir. Barbie n'est donc toujours pas inquiété. Nous sommes désormais 1 an plus tard. Au son de l'hymne de la résistance, les Français rendent hommage à l'homme qui est mort sous les coups de Barbie. À la lumière des torches et accompagné de plusieurs milliers de résistants, Jean Moulin rejoint les grands hommes de la nation au Panthéon. Pendant ce temps, le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, finit d'écrire le discours qu'il prononcera demain devant les Français et le général de Gaulle. Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret. Ça a permis à toute une jeunesse française de savoir qui était Jean Moulin et quel a été le sacrifice de Jean Moulin et de ses compagnons et de savoir que tout ça avait été obtenu par le travail, l'horrible travail de la Gestapo de Lyon. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Nous sommes donc en 1964. Jean Moulin vient de faire son entrée au Panthéon. La France semble savoir où est son bourreau, en Bolivie. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il soit définitivement l'objet de toutes les recherches, mais il n'en est rien. Jusqu'à l'entrée en scène d'un couple, un homme et une femme, pas comme les autres. L'action que nous menons excite beaucoup de haine. À la fin des années 60, Beate et Serge Klarsfeld mènent un combat obstiné. La chasse aux criminels de guerre, leur méthode, heurter l'opinion. Leur première cible est Kurt Kissinger. Celui qui est devenu le chancelier allemand était en fait l'un des hommes clés de la propagande nazie. Un tel scandale mérite à leurs yeux un geste spectaculaire. Le 7 novembre 1968, Beate Klarsfeld s'introduit au congrès du Parti chrétien-démocrate du chancelier et elle le gifle, en public en criant « Kissinger, nazi, démissionne ». Autre opération. En 1971,
Il décide désormais de lutter contre l'impunité des Allemands ayant commis des crimes en France. Certains vivent en Allemagne sans être inquiétés. C'est le résultat d'un traité signé après la guerre. Cette fois, les Klarsfeld filment leur action. Ce chef d'entreprise qui se rend à son travail s'appelle Herbert Hagen. C'est l'un des responsables de la rafle du Veldiv. Ici, cet employé d'une entreprise agroalimentaire, c'est Kurt Lischka. Il était le chef de la Gestapo à Paris. Puis très vite, parmi ces Allemands qui ont sévi en France, un autre nom va attirer l'attention des Klarsfeld, Klaus Barbie. Mais les Klarsfeld ignorent tout de lui. À la différence des services secrets français, américains ou allemands, ils ignorent où il est, où il vit. Ils lancent alors une campagne de presse rappelant les exactions de Barbie. Parmi elles, la plus révoltante à leurs yeux, elle concerne les enfants d'Isieux. Printemps 1944, au sud-est de Lyon. Au bout d'une route qui serpente dans la montagne, cette maison cache des enfants juifs en danger. La maison d'Isieux, c'était une maison pour les enfants que les parents étaient déjà déportés. Alexandre Allenbrenner est le frère de 2 petites filles placées dans cette maison. C'est le matin du 6 avril, le jeudi saint, et que on réveille les enfants, ils commencent à aller au réfectoire, et ils commencent à déjeuner, et puis on entend des bruits. Ces bruits, ce sont ceux des Allemands qui investissent tout à coup la maison. Les hommes envoyés par Klaus Barbie. Ils vont emmener brutalement les 44 enfants. Et on les enferme le soir même à Montluc, à la prison de Montluc, qui est sinistre comme tout. Et alors que les enfants sont enfermés dans ces cellules, Barbie, le responsable de l'opération, envoie ce télégramme à ses supérieurs à Paris. Ce matin, la maison d'enfants juifs, colonie d'enfants à Isieux, a été nettoyée. 41 enfants au total, âgés de 3 à 13 ans, ont été capturés. Le transport à Drancy aura lieu le 7 avril 1944. Signé Barbie. Dès le lendemain, les enfants sont en effet envoyés à Drancy, puis déportés à Auschwitz. Aucun d'entre eux ne reviendra. Tous seront exterminés. 27 ans après les faits, les Klarsfeld refusent donc que ce crime reste impuni. Et pour retrouver la trace du criminel qui a signé l'ordre d'intervention, ils vont bénéficier d'une aide inattendue. Car leur détermination réussit à convaincre les autorités judiciaires allemandes de les aider. Elles vont leur confier une pièce classée confidentielle du dossier Barbie. Une photo. Il y a une longue table avec une dizaine de personnages qui se trouvent là, et presque au premier plan, un homme qui ressemble bien évidemment à la photo de Klaus Barbie. Et voici la photo qui va peut-être permettre aux Klarsfeld de retrouver enfin la trace de Barbie. Ce fameux cliché de Klaus Altmann pris 3 ans auparavant au siège de la Transmaritima, en Bolivie. La ressemblance est effectivement troublante avec Klaus Barbie, photographié ici, en 1939. Nous avons pu l'identifier, mais nous voulions une identification par un expert anthropométrique. Mêmes oreilles, lobe tourné vers l'extérieur, particulièrement à l'oreille droite. Formation de l'os frontal en relief, à gauche, très caractéristique. Pli extrême des lèvres absolument identique. Le problème, pour le moment, tout est secret. On ne dit rien parce que l'effet de surprise peut être important. Le couple choisit donc de rester discret. En revanche, il livre cette information capitale aux autorités françaises. Serge Klarsfeld rencontre alors un conseiller de Jacques Chaban-Delmas, à qui il pose un ultimatum.
Je dis, voilà, nous avons retrouvé Klaus Barbie. On rendra public l'affaire dans 15 jours s'il n'y a pas de demande d'extradition. Mais les autorités ne réagissent pas assez vite. Serge Klarsfeld fait donc le tour des rédactions parisiennes et l'affaire sort dans l'Aurore, le 19 janvier 1972. Les Français découvrent pour la première fois que le tortionnaire de Jean Moulin vit tranquillement de l'autre côté de l'Atlantique. L'étau semble pour la première fois se resserrer autour de Klaus Barbie. Beate Klarsfeld décide même de se rendre sur place en Bolivie et son acharnement va également pousser, vous allez le voir, 2 journalistes à prendre la direction de La Paz, sur les traces d'un homme qui bénéficie, encore une fois, de protection au plus haut sommet de l'État. Barrientos, l'ancien allié de Barbie, ne gouverne plus le pays depuis quelques années. Mais les dictateurs se succèdent et Klaus Altmann a su se rendre toujours utile. Il reste donc proche du pouvoir. Depuis quelques mois, suite à un coup d'État militaire, le pays est sous la coupe du général Hugo Banzer. Le gouvernement du général Banzer était un gouvernement de droite conservateur qui était soutenu par Klaus Altmann et lui permettait de rester en Bolivie. Il le protégeait. Je ne suis pas un assassin. C'est donc dans un climat bien particulier qu'atterrit une équipe de la télévision française le 31 janvier 1972. Retrouver et confondre l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, c'est le but d'un grand reporter féru de faits divers, Ladislas de Hoyos. Sans contact ni information, la mission s'annonce délicate. La Paz a près de 4000 mètres d'altitude. Quand on sort de l'aéroport de l'altiplano et que l'on débouche sur la ville qui est en contrebas, c'est une fourmilière. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'habitants. Comment trouver Barbie là-dedans? C'était Tintin et Milou, on partait à l'aventure. Christian Van Ryswyk est le caméraman qui accompagne Ladislas de Hoyos. On était tout de même malgré tout un peu stressé parce qu'on savait, quand on partait, il était évident qu'il fallait ramener quelque chose qui tenait la route et c'était une enquête policière. Et l'enquête commence. Le premier jour, les recherches ne donnent rien. Voici les premières images qu'ils tournent, les rues de La Paz, leurs habitants. Deuxième jour, toujours rien. Mais la nouveauté, c'est que la France a réagi à la pression des Klarsfeld. Elle vient de demander officiellement l'extradition de Klaus Barbie à la Bolivie. Dans son reportage du soir, Ladislas de Hoyos évoque la question. Dans une de ces maisons de La Paz que vous voyez se cache Altmann, ou plutôt Klaus Barbie. L'ambassadeur de France a demandé très officiellement l'extradition aux Boliviens. Les Boliviens n'ont pas répondu et ne répondront pas, certainement pas, avant plusieurs mois. Ici, La Paz, 24 heures sur la 2. Le lendemain, la demande française d'extradition inquiète le ministre de l'Intérieur. Il craint un enlèvement de Klaus Altmann, ressortissant bolivien. D'ailleurs, la presse s'en fait l'écho. Dans le journal local, il est indiqué qu'une équipe d'agents très spéciaux déguisés en journalistes est à La Paz pour essayer de coincer M. Altmann. Une publicité dans la presse qui leur permet également d'entrer en contact avec une femme qui, contre quelques dollars, se propose de jouer les intermédiaires. Elle me dit, Monsieur de Hoyos, je peux vous aider, je connais bien le ministre de l'Intérieur qui peut vous arranger une entrevue avec M. Altmann. Le ministre accepte une interview de son protégé, mais il en fixe les conditions. Quelques milliers de dollars, un entretien de 3 minutes, en espagnol. Le rendez-vous est pris pour le lendemain. Nous sommes le jeudi 3 février. Ladislas de Hoyos va enfin rencontrer le dénommé Klaus Altmann dans les locaux du ministère. Moi, je m'imaginais un type de 2 mètres de haut, avec des bottes, une casquette. Le journaliste a en fait à l'esprit l'image du chef de la Gestapo de Lyon qui ne correspond en rien à l'homme qui entre finalement dans la pièce. Voici les premières images qu'enregistre la caméra. Il ressemble à un tout petit bonhomme,
qui avait une particularité, c'est un regard qui n'arrêtait pas de bouger. Vous voyez, des yeux, il ne se fixait pas, il était toujours avec un regard très, 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 très mobile. Et puis une attitude tranquille, un sourire un petit peu figé, dans le style « Toi, mon bonhomme, j'en ai maté d'autres ». Tout est donc prêt pour l'interview. Comme prévu, les premières questions commencent en espagnol, jusqu'au moment où Ladislas d'Hoyos brise la règle. Tout d'un coup, changement de décor, il l'attaque en allemand. Wer Sie sind, wie heißen Sie und Ihr Vorname und wo Sie geboren sind. Moi, je regarde un peu autour, je vois le ministre, les gens autour qui commencent à se parler, à s'interroger. Je me dis, ils vont couper. Et ça continue. Ils n'osent pas interrompre. Miracle, ça continue. Die deutsche Autorität und der Richter aus München sagen, die können sicher sagen, dass Sie sind Barbie. Was denken Sie über das? Ich bin nicht Barbie, wie ich schon gesagt habe, ich bin Klaus Altmann. Mais utiliser l'allemand n'est pas la seule idée de Ladislas d'Hoyos. Et à un moment donné, au milieu de sa réponse en allemand, je l'interromps et je lui dis en français, première fois que je l'employais le français, je lui dis « Mais n'êtes-vous jamais allé à Lyon ?» N'êtes-vous jamais allé à Lyon? Ich bin nicht in Lyon gewesen, also... Allez dire ça à quelqu'un qui prétend ne pas comprendre le français. N'êtes-vous jamais allé à Lyon? Il ne comprend rien. Il m'a répondu sans la moindre hésitation, en allemand, à Lyon, j'ai pas mis les pieds. Je dis là, mon bonhomme, tout flic que tu es, tu viens de te faire avoir. Le journaliste vient de prouver que le supposé Altmann maîtrise parfaitement le français. Je présente Klaus Altmann. Mais il n'en reste pas là. La photo de Jean Moulin. Je lui ai demandé s'il le reconnaît. Le journaliste n'attend pas seulement la réponse de Barbie, il vient aussi de le piéger. Il pose son pouce sur la photo, ce qui me permettait d'avoir une empreinte de ce monsieur Altmann. Avec cette empreinte, il espère pouvoir confondre officiellement Barbie. Un double jeu s'est installé entre les deux hommes. Le journaliste veut aller encore plus loin et lui demande alors de répéter des phrases en français. Et voici sa réaction. So viel Französisch kenne ich nicht. Je suis pas sûr de posséder assez de français pour ça. Je lui ai dit, mais je vais vous aider. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne crois pas ce que j'entends. Enfin, c'est surréaliste, surréaliste. Barbie se plie à l'exercice, jusqu'aux dernières questions où il est beaucoup moins docile. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas Seigneur Moulin. Moulin, ça lui, je pense. Barbie a beau feindre ses hésitations, il ne trompe personne. Et lorsqu'il serre la main à Ladislas d'Hoyos pour lui dire au revoir, il affiche un sourire de façade. Il a bien compris qu'il ne sort pas indemne de cette interview. Je suis sur un petit nuage, je me rends compte que c'est de la dynamite, ce qu'on a. C'est extraordinaire. Des images extraordinaires qu'il faut mettre en lieu sûr. Car les hommes du ministère ont bien compris qu'il s'est passé quelque chose d'important. Laissant son équipe sur place, Ladislas d'Hoyos sort donc discrètement avec les bobines. Je descends, je passe devant la porte du ministre de l'Intérieur. Évidemment, je ne m'arrête pas. Dans les 10 minutes qui suivent, on vient me voir et on me dit « Vous savez, nous avons le ministre voudrait bien visionner les films. Nous avons un laboratoire très performant, très professionnel. Nous allons donc développer ici à nos frais la pellicule pour pouvoir la voir. Et bien sûr, elle sera à vous après. » J'aurais dit, bah, écoutez, non, moi je préférerais que ça se fasse en France, etc. Ah, mais si. Bon, si vous insistez, allez, tenez, voilà les bobines. Voilà. Donc je leur ai donné 2 bobines vierges.
Je sors du ministère de l'Intérieur et je m'engouffre à 300 mètres de là, à l'ambassade de France. On ouvre le coffre et on pose tout à l'intérieur, on referme le coffre, on m'offre un whisky et je me suis mis à chialer, à pleurer, vous savez, comme les sportifs à la fin d'un match. Convaincus que les journalistes étaient en fait des agents français, les Boliviens décident d'enfermer Barbie le soir même pour le protéger. C'est donc à la prison San Pedro que se rend Ladislas d'Hoyos dès le lendemain pour y faire ses photos. 150 $ lui ouvrent les portes et les deux hommes se retrouvent de nouveau face à face. Mais depuis la veille, Barbie a changé. Il m'a menacé, il m'a dit ici je ne peux rien, Monsieur Hoyos, mais faites attention où vous mettez les pieds. Le prix de la vie humaine à La Paz, à cette époque-là, c'était pas grand-chose, c'était quelques dollars, donc qu'il valait mieux qu'on prenne l'avion rapidement, et on est parti vite. Entre les murs de sa cellule, Barbie a de quoi être sûr de lui. Car il n'est pas n'importe quel citoyen bolivien. L'homme protégé par le président Banzer est en fait depuis quelque temps déjà l'un de ses conseillers spéciaux. Le savoir-faire de Barbie, c'est quoi? C'est un savoir-faire de police, c'est un savoir-faire d'interrogatoire, de torture, hein, disons-le, et c'est un savoir-faire de renseignement. Tout ça, c'est utile dans une dictature. Et la dictature profite des conseils de l'ancien nazi. Parmi les cibles prioritaires de la police de Banzer, les militants de l'opposition comme Mirna Murillo. Elle n'a rien oublié de la nuit où elle s'est fait arrêter. Il a commencé les coups, etc. Et à un moment donné, quand j'étais assise comme maintenant dans un fauteuil, parce qu'on m'avait poussé là comme ça, j'ai vu la porte entrouverte et quelqu'un qui il a voulu voir. Maintenant je sais, c'est Barbie. C'était Barbie. Barbie ne donne pas les coups, mais il n'est pas là par hasard. Il conseillait la façon de mieux frapper pour avoir des réponses. On ignore encore aujourd'hui combien de personnes ont été torturées sous le regard de Barbie. Une certitude, il a eu une réelle activité auprès de la dictature. Ces menaces sont donc prises très au sérieux par l'équipe de Ladislas d'Hoyos, qui va donc regagner la France au plus vite. Nos camarades Ladislas de Hoyos, Christian van Rijswijk, nous ont envoyé aujourd'hui un document exceptionnel, une interview exclusive que Klaus Altmann leur a accordée à La Paz. Alors que l'équipe est dans l'avion du retour, les images envoyées en France par la valise diplomatique sont diffusées en présence de témoins essentiels. Sur le plateau, des victimes de Klaus Barbie ont été invitées à regarder l'interview pour reconnaître celui qui était leur tortionnaire. Parmi eux, Raymond Aubrac, arrêté par Barbie à Caluire avec Jean Moulin. Mais aussi Simone Lagrange, arrêtée par Barbie alors qu'elle n'avait que 13 ans. Pensez-vous que Klaus Altmann puisse être Klaus Barbie, Madame Lagrange? J'ai été arrêtée, j'avais 13 ans. À 13 ans, on se souvient très bien d'un regard. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne pouvais pas me tromper, c'était bien lui, c'était le même bonhomme, la même bouche en lame de rasoir, le même regard doux comme ça, puis d'un seul coup qui était dur comme tout. J'ai éprouvé en regardant ces images un petit peu la crainte, l'appréhension que j'avais en regardant Barbie. Il n'a pas changé. Il a vieilli un peu, bien sûr, ses traits sont un peu ridés, mais il a très peu changé. Ce soir-là, les Français découvrent à l'écran le visage de celui que l'on appelait le boucher de Lyon, à commencer par ceux qui ont tout déclenché. On a regardé ça avec passion et un peu d'inquiétude, parce qu'il fallait que les gens le reconnaissent. Parce que si, imaginons, 2 ou 3 personnes avaient dit non, je ne reconnais pas, etc., même avec les meilleures preuves, ça retombait dans l'opinion publique. L'émission a bien sûr un énorme retentissement en France. Le lendemain, devant l'ambassade de Bolivie à Paris, les pancartes sont assez claires. Mais la pression de l'opinion ne change rien. La demande d'extradition est toujours en souffrance. Alors, le 11 février,
le président Pompidou envoie personnellement une lettre au général Banzer. Monsieur le Président, vous êtes certainement informé du retentissement profond qu'a eu en France la révélation de l'identité sous laquelle se cache Klaus Barbie. Il s'agit d'un criminel de guerre, tortionnaire de nombreux Français, parmi lesquels Jean Moulin, héros de la Résistance dont le souvenir est révéré par toute notre nation. Le temps efface beaucoup de choses, mais pas tout. Mais cette lettre ne change rien à l'attitude du président bolivien. Face à ce statu quo, les Klarsfeld vont alors décider de franchir une nouvelle étape de leur action. On aurait pu l'abattre. Je veux dire, il sortait, c'était pas difficile, on aurait pu envisager de le faire, mais ça aurait été un règlement de compte, c'est tout. Ce ne sera donc pas une exécution, mais un kidnapping. Comme ce fut le cas pour cet homme, Adolf Eichmann, l'un des organisateurs de la solution finale qui vivait paisiblement en Argentine. Il fut capturé en pleine rue par un commando des services secrets israéliens. En 1961, il sera jugé et condamné à mort par un tribunal à Jérusalem. Fin 1972, c'est donc un enlèvement de Barbie qui va être planifié par Serge Klarsfeld et deux opposants à la dictature bolivienne. Le premier, c'est Régis Debray. Il est journaliste et militant d'extrême gauche. Tout comme Gustavo Sanchez, bolivien, exilé au Chili depuis 2 ans. C'était un homme assez facile à enlever. Il fréquentait les cafés, il vivait normalement, comme n'importe quel autre Bolivien. Le plan qui est mis sur pied est le suivant. À La Paz, Barbie sera enlevé, jeté dans une voiture et amené ici à la frontière bolivienne. Il sera alors mis dans un petit avion à destination du Chili. De là, il pourra être extradé vers la France. Le rôle de Serge Klarsfeld, c'est de rassembler de l'argent pour financer l'opération. 5 000 $ qu'il va apporter en main propre à ses complices. Mais pour passer les frontières, il va devoir changer d'identité, car depuis le début de son action, son nom ne passe pas inaperçu. Il demande donc à un ami de lui prêter son passeport. J'ai demandé à un autre ami qui était chirurgien de décoller la photo, parce qu'il faut des instruments pour enlever toutes les agrafes circulaires du passeport. Et il a mis ma photo à la place de la photo de mon ami. Dès lors, Serge Klarsfeld retrouve ses complices au point de rendez-vous fixé ici, au Chili. J'ai donné les 5 000 $ et on s'est souhaité bonne chance et tout, et puis je suis reparti. Avant de se séparer, ils immortalisent cette rencontre insolite avec cette photo. L'opération peut commencer, mais elle va tourner court. Alors qu'on faisait le deuxième test pour savoir combien de temps ça prenait pour venir de La Paz, on a eu un accident. Dans un virage, on est tombé sur des lamas et la voiture a fait des tonneaux. Il n'y avait donc plus de moyen de l'enlever. L'accident détruit la voiture et les rêves de justice des 3 complices. On pensait que ça marcherait. Il y avait toujours une incertitude, mais là, on a été douchés. La déception est grande. Nous sommes alors en 1973 et les époux Klarsfeld envoient sur place une femme pour surveiller Klaus Barbie. Et les photos qu'elle rapporte sont assez claires. Celui que l'on appelle Don Klaus vit toujours tranquillement en Bolivie. Il est sûr de ses protections, il a 60 ans et apparemment encore de beaux jours devant lui. Que le temps est long. On croyait Barbie bientôt sur le sol français, mais pendant 10 ans, il va continuer à œuvrer dans l'ombre du pouvoir bolivien. Certains parlent même désormais d'une implication active dans le trafic de cocaïne. Paroxysme de ses liens avec l'armée au pouvoir. En 1980, il devient officiellement lieutenant-colonel honoraire de l'état-major du nouveau dictateur en place, Garcia Meza. Mais au début des années 80, tout va enfin basculer. Nous sommes le 21 mai 1981. François Mitterrand vient d'être élu président de la République.
Lors de son investiture, une rose à la main, il va rendre hommage aux grands hommes de la nation, au Panthéon. À ses côtés, parmi ses proches, vêtu d'un costume blanc, Roland Dumas, compagnon de longue date. J'étais dans la foule, j'étais sur le parvis du Panthéon avec lui quand il est parti avec la fleur à la main, qu'il est entré sur les différents tombeaux et qu'il a posé des fleurs les unes après les autres sur les tombes de ceux qu'il voulait honorer. Le premier geste qu'il fait, c'est de déposer une rose sur l'urne où reposent les cendres de Jean Moulin. Et à ce moment-là, nous nous disons, ben voilà quelqu'un qui sera notre allié, d'autant plus qu'il prend Régis Debray comme conseiller spécial. Le choix de Régis Debray, l'hommage public à Jean Moulin, le dossier Barbie va-t-il enfin pouvoir avancer? Jean-Louis Bianco est alors secrétaire général de l'Élysée. C'est quelque chose qui est discuté, qui est recherché, mais où rien de spécial ne se passe tant qu'on n'a pas un changement de régime, puisqu'en Bolivie, à l'époque, c'est une dictature militaire. Mais dès l'année suivante, la dictature est renversée. Barbie ne le sait pas encore, mais l'élection du socialiste Siles Suazo va précipiter sa chute. Première décision du nouveau président, il nomme au gouvernement le journaliste Gustavo Sanchez, l'ancien opposant revenu dans son pays pour couvrir l'élection. C'était un gouvernement démocratique qui voulait en finir avec le fascisme. Il fallait expulser Barbie du pays, il fallait le remettre à la France. Gustavo Sanchez en Bolivie, Régis Debray en France, les artisans de l'enlèvement manqué de Barbie murmurent désormais à l'oreille de leur chef d'État. À La Paz, Barbie ne sait pas que son destin se joue. Les rumeurs de son expulsion, qui courent déjà dans les cafés, semblent le laisser indifférent. Klaus me dit qu'il n'y croit pas. J'ai confiance dans les lois boliviennes, il n'y a pas d'extradition possible. En Bolivie, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas torturé. Bien qu'on ait raconté un tissu de mensonges, tout est faux. Complètement faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je me promène seul dans les rues. Je n'ai peur de rien, car je n'ai rien fait. Son nom, Klaus Barbie, ou encore Klaus Altmann. Son surnom, le boucher de Lyon. Barbie s'était refait une vie en Bolivie, à l'abri d'un régime peu suspect d'hostilité à l'égard des anciens nazis. Barbie a pourtant été arrêté la nuit dernière à La Paz pour escroquerie. Barbie lui est arrivé ce qui est arrivé à Al Capone. Il est arrêté, Barbie, pour une dette qu'il n'aurait pas réglée, qui remonte à la Transmaritima. Il est arrêté sous un faux prétexte. En tout cas sous un prétexte qui n'était pas son expulsion par les autorités boliviennes. Le président bolivien a donc tenu parole. Pour une dette impayée de $10 000, Barbie a été enfermé ici à San Pedro. Comme 10 ans auparavant, il pense qu'il suffira de quelques jours pour en sortir. Mais c'est bien la première étape du plan élaboré par les autorités. Car désormais, les Boliviens sont prêts à livrer Barbie. Alors, à l'Élysée, les discussions s'animent. Le chef de l'État semble avoir quelques réserves. Je pense que François Mitterrand était animé par plusieurs sentiments. C'est-à-dire qu'il avait de la haine, presque de la haine vis-à-vis de personnages comme ça. Mais en même temps, il était inspiré par un autre sentiment qui était celui d'un chef d'État de la France, qui avait donc souffert de la division du pays entre les pour et les contre. Et qu'il ne fallait pas, selon le mot de Georges Pompidou, qui n'était pas de François Mitterrand, mais de Pompidou, il ne fallait pas rouvrir la blessure entre les Français. Il y avait certaines inquiétudes qui se faisaient jour, d'ailleurs, du côté
plutôt des mouvements de résistance disant voilà, s'il y a un procès public avec Barbie, ce scélérat accompli va inévitablement monter quelques scénarios pervers, et dans ce scénario pervers, à propos de l'arrestation de Jean Moulin et de la dénonciation de celui-ci, on va essayer de déshonorer ou de souiller telle ou telle figure de la résistance. Voilà, altérer l'image de la résistance. C'était ça la préoccupation, c'est pas autre chose. À mon avis, au fond, c'est qu'il préférait qu'on ne parle pas trop de cette période. Vous savez quand même que moi je le savais, puisque j'avais suivi sa carrière, je savais d'où il venait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé à la résistance en janvier-février 1943, que c'est quelqu'un dont le parcours est tout à fait honorable, mais qui vient quand même d'un milieu de droite et qu'il a été maréchaliste. Est-ce son passage par l'administration de Vichy, encore peu connu du grand public, qui freine François Mitterrand dans sa décision? Ou craint-il de raviver d'anciennes divisions entre les Français? Il partage ses doutes sur l'opportunité de juger Barbie en France lors d'une réunion en comité restreint à laquelle participe Robert Badinter. Je suis intervenu et là, j'ai dit mais je ne comprends même pas ces discussions. Nous avons dans la loi un texte très précis qui met au sommet du crime le crime contre l'humanité, c'est-à-dire l'assassinat en masse de civils, génocide, déportation, etc. C'est le cas de Barbie. Je ne comprendrais pas une seconde que puisqu'on nous offre de livrer Klaus Barbie, pour des raisons liées à certaines ombres du passé, on n'accepte pas cette livraison, et à ce moment-là, qu'on ne jugea pas Klaus Barbie. Et Mitterrand dit, c'est parfaitement exact, la question a été tranchée. Le feu vert est donné par François Mitterrand. Dans le plus grand secret des deux côtés de l'Atlantique, on s'active pour organiser le retour de Barbie. À La Paz, les hommes clés du dispositif sont Siles Suazo, le président bolivien, le vice-ministre de l'Information, Gustavo Sanchez, et l'ambassadeur de France en Bolivie, Raymond Césaire. À Paris, c'est principalement le garde des Sceaux, Robert Badinter, et le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, qui ont la main sur ce dossier. L'idée qu'un avion bolivien l'expulse, enfin accompagne ce monsieur expulsé, l'amène en France, les Boliviens n'étaient pas chauds et juridiquement ça aurait été très fragile. C'était de ma part une volonté absolue, constante, tout au long de cette affaire, précisément parce que c'était le premier criminel contre l'humanité qu'on allait juger en France, que nous soyons irréprochables au regard des exigences du droit. Faire venir un avion français, c'était hors de question parce que ça aurait été judiciairement et juridiquement très contesté. Donc l'accord se fait assez vite sur l'idée que c'est un appareil bolivien qui transportera Barbie jusqu'à Cayenne, où se trouve un avion français. Cayenne, en Guyane, un territoire français en Amérique du Sud, à seulement quelques heures de vol de La Paz. Dès que Barbie en foulera le sol, il deviendra un justiciable aux yeux de la loi française. Dès lors, comme l'exigeait Robert Badinter, le droit sera totalement respecté. La Paz, 4 février 1983. L'opération expulsion est pour aujourd'hui. Pour la mener à bien, le président Suazo nomme Gustavo Sanchez au ministère de l'Intérieur. Ainsi, il a les pleins pouvoirs pour honorer la mission qui lui est confiée. Il m'a donné le dossier Klaus Barbie. Qu'est-ce que je fais? Tu as l'ordre de l'expulser. Très bien, on va l'expulser. 10 ans après l'enlèvement raté de Barbie, c'est pour lui enfin l'occasion d'accomplir ce qu'il souhaitait, expulser l'ancien nazi. En quelques heures, tout est prêt. Rien n'est rendu public, pourtant la presse est au courant et s'attroupe devant la prison. Gustavo Sanchez imagine alors une diversion pour faire sortir Barbie.
J'ai déguisé le gouverneur de la prison en Klaus Barbie, avec un poncho sur la tête. Et je l'ai mis dans une Jeep. Direction l'aéroport. Et le vrai Barbie, la tête dissimulée derrière un journal, sort de la prison une demi-heure plus tard, sous le regard seulement de quelques photographes. Mais Gustavo Sanchez ne l'emmène pas directement à l'aéroport. Il fait un détour par le ministère de l'Intérieur. Sur ces images, les derniers instants de Barbie en Bolivie. Menotté, sous bonne garde, dans les sous-sols du ministère, il se voit signifier le motif de son expulsion, l'acquisition frauduleuse de la nationalité bolivienne. Il était très détendu, totalement convaincu qu'il n'allait pas se passer ce qui s'est passé. Il pensait qu'on l'emmenait de la prison jusqu'à une caserne où il serait emprisonné le temps de faire les papiers d'extradition. Face à la caméra, il semble résigné. Au pire, Barbie s'attend à être extradé en Allemagne. Quelques instants plus tard, il est à nouveau emmené par Gustavo Sanchez, direction cette fois l'aéroport de La Paz. Sanchez escorte Barbie jusque sur le tarmac, où un homme les attend impatiemment. Il est le seul à avoir été autorisé à filmer cet événement historique. C'est Carlos Soria, journaliste à la télévision bolivienne. Barbie, je le vois pour la première fois quand il arrive dans la nuit, dans un endroit éclairé de la base aérienne, menotté et entouré de beaucoup d'agents. Également sur les lieux, Pierre Viau, premier conseiller de l'ambassade de France. Donc c'est la première fois que je voyais Altman Barbie, mais je l'ai bien reconnu, hein, bien sûr. Et il m'a fait d'ailleurs l'effet de quelqu'un quand même assez fatigué, mais pas inquiet. On s'est mis en marche et donc on est allé vers l'avion. Barbie est monté par le plan incliné et il s'est assis dans un coin de l'avion. Et à 22h30, heure locale, l'Hercule C-130 bolivien qui l'arrache à sa retraite dorée décolle, direction la Guyane. On a poussé un ouf de soulagement parce que jusqu'au dernier moment, ce n'était pas évident. Dans l'avion, Carlos Soria peut enfin commencer son interview. Cependant, ce voyage est comme un retour vers le passé, n'est-ce pas? Bon, c'est un retour vers l'Allemagne, où je dois vivre normalement. Atterrir en Allemagne, c'est la seule préoccupation de Barbie. Il me dit « on va en Allemagne ?» Je lui dis que je ne sais pas et c'était vrai. Je ne savais vraiment pas où nous allions. Il me dit aussi qu'il ne s'était pas rasé. Combien coûtera un rasoir électrique en Allemagne? Parce que nous allons bien en Allemagne, non? Barbie ne soupçonne pas que dans quelques heures, l'avion se posera en territoire français. Pendant ce temps, à Paris, les organisateurs de l'opération restent fébriles. Il y a en effet une tension, une inquiétude diffuse, je pense, chez tous les acteurs, aussi bien ceux qui sont en Bolivie, Claude Silberzan à Cayenne, nous à Paris. L'idée qu'au fond, il peut y avoir un grain de sable, Klaus Barbie peut se révolter, il peut y avoir un incident. Donc c'est une inquiétude sous-jacente, diffuse. Gendarmerie nationale de Cayenne, brigade des transports aériens de Rochambeau. Ce jour, 5 février 1983 à 5h30, en service de surveillance sur l'aéroport de Cayenne-Rochambeau, sommes avisés par la tour de contrôle de l'arrivée imminente d'un appareil étranger. À l'intérieur de l'avion, Barbie ne sait toujours pas où il atterrit. Mais dès que les portes de l'appareil s'ouvrent, il s'en rend compte immédiatement. On était dans le noir total, une trappe s'ouvre et on entend parler français. Je dirais que c'est à ce moment-là que Barbie s'est rendu compte qu'il n'allait pas en Allemagne mais en France. Et j'imagine que ce moment était très dur pour lui. Barbie se retrouve pour la première fois devant un représentant de la France. C'est Claude Silberzan, préfet de Guyane. Les feux ont été éteints et il y a une lampe à pétrole. Et c'est là que j'aperçois sur un siège un vieil homme très fripé,
l'air un peu hébété. Je lui dis, Monsieur Barbie, vous êtes sur le territoire de la République française et je vais vous présenter au juge pour être inculpé de crimes contre l'humanité. Arrivé devant le juge, Barbie se défend. Il avance ses pièces d'identité bolivienne et dit s'appeler Klaus Altmann. Mais ses protestations n'y feront rien. Il est cette fois officiellement arrêté par la France. Sur le tarmac, un avion de la République française attend. Il décolle quelques instants plus tard avec à son bord Klaus Barbie, désormais sous mandat d'arrêt. Carlos Soria reprend son interview, mais depuis la Paz, son interlocuteur a changé d'attitude. Moralement, il est abattu, parce qu'il sait qu'il sera en territoire français. Vous croyez que la France, l'Europe, le monde doivent oublier vos crimes? Oui, absolument. Parce que tant de crimes nouveaux se sont produits. Plus de 100 guerres après la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les crimes récents qui sont connus du public. Barbie n'est pas encore arrivé en France, mais il est déjà en train de définir sa ligne de défense. Mais cependant, vous savez que les peuples d'Europe, et particulièrement la France, n'ont pas oublié. J'ai oublié. S'ils n'ont pas oublié, eux, c'est une autre affaire. J'ai oublié, dans tous les cas, après la guerre, tout ce qui s'est passé. Et je n'ai pas haï. J'ai fait mon devoir. L'opération est presque terminée, à un détail près. Où interner Barbie? L'administration pénitentiaire a prévu de l'enfermer à la prison Saint-Joseph de Lyon. Mais alors que Barbie est encore dans l'avion, c'est le garde des Sceaux qui intervient. J'ai dit non, ça non. Barbie, à son arrivée, doit être conduit au fort de Montluc. Il doit aller sur les lieux de ses crimes. Il doit, à son tour, passer la nuit dans une cellule, là, attendant son destin. Après 40 ans de fuite, Barbie retrouve enfin le sol français et la ville de Lyon. Son arrivée déchaîne les passions. C'est ce jour-là qu'une femme, Monique, ancienne internée à Drancy, sera arrêtée en possession d'une arme. Elle souhaitait tuer Barbie. Barbie ramenée en France, on pourrait croire que l'histoire de sa fuite arrive à sa fin. Mais c'est aussi maintenant, après ces années de silence, que tout commence, car un procès extraordinaire va s'ouvrir. Jamais en France, on n'a jugé un homme pour crime contre l'humanité. Barbie va enfin faire face à la justice. C'est le dernier chapitre qui s'ouvre dans l'histoire de sa traque. Lyon, samedi 5 février, 22h30. Après un voyage de près de 24 heures, Barbie arrive enfin à la prison de Montluc. Je lui dirais rétrospectivement, bienvenue, cher ami. Barbie est désormais un détenu ordinaire. Comme à tout prisonnier, l'administration pénitentiaire confisque les effets personnels. Un agenda, un porte-carte, un trousseau de clés et une poignée de pesos. Le juge d'instruction lui signifie alors son inculpation. Il est 1h du matin quand Barbie est mis sous les verrous. Il y a une photographie qui a été prise par les services de police judiciaire au moment où Barbie arrive dans sa cellule de Montluc. On voit cet homme évidemment beaucoup plus âgé que celui qui avait quitté Lyon en 1944, nous présenter un regard extrêmement perçant, son regard perçant habituel,
un regard où sans doute la hargne n'était pas absente, de se retrouver pris au piège. C'est tout le sentiment, je pense, de l'assassin qui revient sur le lieu de ses crimes. Les murs de la cellule de Barbie renferment sans doute les voix de ses victimes. Les milliers de personnes qu'il a internées ici même, pendant la guerre, dans des conditions inhumaines. J'ai souffert les pires heures de ma vie dans cette cellule, et c'est le moment où ceux qui ont une petite pilule de cyanure avalent la pilule. Et sans aucun doute, si j'avais eu cette possibilité, je l'aurais fait. Des centaines de prisonniers entassés dans les cellules et des dizaines d'autres également retenus dans ce hangar construit au fond de la prison. On l'appelait la baraque aux Juifs. C'est une baraque qui était au milieu de la cour de la prison et dans laquelle il pouvait entrer une centaine de personnes. Et en majorité, c'était des Juifs. Le soir, on se couchait. Il y avait quelques chalits, mais il n'y en avait pas pour tout le monde, parce que moi, je me rappelle que je couchais par terre. La prison de Montluc, c'est l'antichambre de la Gestapo. Des dizaines de prisonniers y sont transférés chaque jour. Ils attendent les redoutables interrogatoires de Klaus Barbie, enfermé ici, dans ces caves. J'ai rencontré Barbie durant toute une semaine, puisqu'il est venu me chercher tous les matins, il me ramenait le soir. Après m'avoir frappé, après m'avoir posé la seule et unique question, « Donne-moi l'adresse de tes frères et sœurs. » Il avait roulé mes cheveux autour de sa main et il m'a mis la plus belle baffe de ma vie. J'ai reçu une claque qui m'a couché par terre. C'était des coups de matraque, des coups de pied, des gifles, des coups de poing, mais j'avais une chance. Sous les coups, je m'évanouissais. Alors, quand on s'évanouit, on s'évade. Il ne se passe plus rien. Malheureusement, ça ne durait pas longtemps. J'étais toujours... À chaque interrogatoire, j'ai été réveillé à coups de botte. Chaque fois, vous ne voulez pas répondre et prenez une dent qu'il cassait. Deux ou deux. Et puis il recommençait sans arrêt. Il était méchant. Il était très méchant. Très... Il fumait un cigare et chaque fois qu'il passait, il me le mettait dans le cou. Klaus Barbie m'a donné l'impression que pour lui, les coups, c'était un grand plaisir. De les donner, pas de les recevoir. C'est donc pour ces coups, ces tortures, les arrestations et les déportations que Barbie se retrouve à son tour incarcéré à Montluc, 40 ans après les faits. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il en avertit son ami Alvaro de Castro dans la toute première lettre qu'il lui écrit depuis sa cellule. La réalité est la suivante. Je suis incarcéré à Lyon, Fort Montluc, et je vais être jugé pour crime contre l'humanité, et non pour crime de guerre. Les crimes de guerre sont prescrits. On ne peut donc pas poursuivre Klaus Barbie sous ce chef. Par conséquent, Klaus Barbie va être poursuivi pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité est une notion d'une grande force morale parce qu'elle implique que celles et ceux qui sont les victimes de ce crime, c'est en fonction de ce qu'elles sont qu'on les tue, qu'on les assassine. Quel visage a le crime contre l'humanité? La curiosité grandit chez les Français qui n'ont toujours pas vu Barbie. Ces photos, seule la police les détient. Alors, dans la presse, s'engage une course à qui publiera en premier la photo de Barbie. Et il suffit de quelques jours pour voir ce cliché sortir. Barbie dans la cour de Montluc, pris au téléobjectif. Un scoop qui démontre aussi aux autorités qu'un tueur pourrait tout autant atteindre sa cible depuis n'importe quel immeuble voisin.
L'administration pénitentiaire n'avait pas tort parce qu'on s'est rendu compte par les photos prises qu'on aurait parfaitement pu l'abattre. Alors, dans la nuit du 12 février, Barbie est transféré dans une autre prison plus sûre et plus moderne. Il peut maintenant commencer à préparer son procès qui s'ouvrira dans quelques mois. Une question fait alors la une de la presse. Qui pour défendre Barbie? Le quotidien Le Matin de Paris pose cette question à une douzaine de ténors du barreau qui semblent unanimes pour ne pas vouloir le défendre. Le seul à se démarquer est un certain Jacques Vergès. Et moi je dis je ne réponds pas parce que si je dis oui, j'ai l'air de racoler un client. Si je dis non, j'attaque un type qui n'est pas mon client et c'est pas mon rôle d'avocat. Barbie a-t-il eu connaissance de cet article? Quelques semaines plus tard, le 29 avril 1983, l'avocat parisien reçoit cette lettre postée de Lyon. Un courrier signé Barbie et non Altman. L'homme a pour l'occasion repris sa véritable identité. Maître, sur les conseils d'amis de ma fille, je souhaiterais vous consulter pour mon affaire. Je suis surpris, non. C'est peut-être de l'immodestie de ma part. Qu'un type dans une situation très difficile me désigne, ça ne me surprend pas. Et que je réponde oui tout de suite, je réponds là à une tradition du barreau français. C'est une tradition du barreau français que de défendre son ennemi politique. Et je descends à Lyon, je le vois. Il est assez surpris de me voir. C'est un SS. Bon. Je ne suis pas un pur à rien. Bon. Alors il me regarde, il avait des yeux enfoncés dans des orbites très profondes. Et il fait « Ainsi, maître, c'est vous qui me défendrez. Comme le monde est étrange. » Barbie n'est pas le seul à préparer le procès. De nombreuses plaintes sont déposées et les parties civiles se constituent. Marcel Sturze, Ita et Alexandre Lenbrenner, ou Simone Lagrange. Elle sera d'ailleurs l'une des premières à se retrouver face à Barbie. La confrontation est organisée le 20 juillet 1983 à la prison Saint-Joseph, en présence du juge d'instruction et de ses avocats. Rencontre entre le bourreau et sa victime. On est resté un bon moment sans commencer. Et je me suis retournée, je dis, monsieur le juge, quand est-ce que vous démarrez? Il s'est penché vers moi, il m'a dit, quand vos mains trembleront plus. Je n'avais pas vu, j'avais les mains qui tremblaient. Vous souvenez-vous d'avoir personnellement interrogé Madame Lagrange, à l'époque Mademoiselle Cadoche, âgée de 13 ans? Je n'ai pas le souvenir d'avoir interrogé cette personne, car cela n'était pas dans mes attributions. Dans ce bureau sont passées des centaines de personnes. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Je ne vois pas pourquoi j'aurais interrogé cette petite fille. De la manière dont Barbie m'a regardé fixement pendant cette confrontation, j'ai la très nette impression que s'il ne me reconnaît pas, il se souvient de mon histoire. Face à Simone Lagrange, Klaus Barbie nie tout en bloc, comme il le fera à chaque confrontation avec ses victimes. La confrontation, elle est plutôt en faveur de Barbie, parce que Barbie, lui, il a perdu personne. Il est vindicatif, il est policier de profession. Et la liste des faits reprochés à l'ancien chef de la Gestapo est longue. Il est notamment accusé de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon le 9 février 1943. Parmi les hommes arrêtés ce jour-là, le père du garde des Sceaux. J'ignorais que l'ordre de déportation de mon père était signé de Barbie. Pas seulement de mon père, il y avait une liste de noms parmi les 83 juifs arrêtés ce jour-là, et il y avait une première liste. Et ça, je l'ai appris en cours de route. Robert Badinter ne se constitue pas partie civile, mais veille à ce que la procédure suive son cours. Tout cela durera 4 ans, jusqu'à l'ouverture du procès. Ce jour-là comparaîtra un vieil homme, mais c'est bien lui qui faisait régner la terreur 40 ans plus tôt à Lyon. L'expertise psychiatrique est formelle. On s'apprête à juger le même homme qu'en 1944.
Jacques Védrine est l'un des médecins qui rencontre Barbie au cours de l'instruction. Chez lui, rien n'a changé. Absolument aucun commencement de début de réflexion quand même sur le nazisme. Hein. Il est encore dedans. Bah, oui, il était encore dedans, quoi. Nous les nazis. C'est Herr Nein. J'étais des innocents. Klaus Barbie est donc convoqué à la barre devant la cour d'assises de Lyon le 11 mai 1987. Barbie ne s'apprête donc pas à comparaître pour l'assassinat de Jean Moulin, mais comme le bourreau de centaines de juifs et de résistants. Il va être jugé pour crime contre l'humanité. Et c'est une première en France. Extrait de la prison Saint-Joseph où il séjourne maintenant depuis... À son arrivée, un important déploiement de forces de l'ordre, quelques manifestants et une presse omniprésente. Dans quelques minutes, le procès va débuter à l'heure exacte du journal télévisé. C'était bien la première fois dans l'histoire de la justice française où c'était un réalisateur de la Mondiovision, car le procès, l'ouverture du procès a été diffusée en Mondiovision. C'est lui qui a donné le clap de départ. Ici, dans la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon, transformée en l'occurrence pour le procès Barbie en salle d'assises, eh bien c'est un très grand moment d'émotion, Un moment d'émotion que partage personnellement le journaliste qui couvre l'affaire depuis maintenant 15 ans. Sans l'interview, sans la reconnaissance de ce visage comme étant celui de Barbie et non pas d'Altman, probablement il n'y aurait pas eu de procès. La Cour. Il est 13h04 ce 11 mai 1987. Le procès Barbie s'ouvre. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Je me suis dit, bon, tâchons de faire bonne figure, que les gens ne hurlent pas quand j'arrive ou quand mon client arrive. Ils n'ont pas hurlé, mais quand Barbie est arrivé, il y a eu un effet. Oh! Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Asseyez-vous. Barbie est arrivé et on lui a donné du monsieur Barbie. Vous êtes bien installé, monsieur Barbie. Voulez-vous une couverture, monsieur Barbie? Je trouvais que c'était beaucoup trop de monsieur Barbie vis-à-vis des personnes handicapées qui étaient autour de moi. Il avait toujours son regard extrêmement fuyant. Son sourire un peu figé. Et qui arrivait comme un animal dans une foule immense. J'étais ravi de le voir arriver parce que quand il est arrivé, les menottes au poignet, bon, malgré l'âge, c'était quand même le crime nazi qui revenait malgré toutes les difficultés. Juré numéro 14, Madame Levrat Christiane. Tiré au sort, approchez-vous, madame. Christiane Levrat rejoint le président du tribunal. C'est la première fois qu'elle assiste à un procès d'assises. C'est la première fois aussi, bien sûr, qu'elle rencontre Klaus Barbie. Je suis passée devant Klaus Barbie. J'ai fait sa connaissance à ce moment-là. Et ce qui m'a frappé simplement, c'est son regard extrêmement perçant. Accusé, veuillez vous lever. Quels sont vos noms et prénoms? Altman Klaus. Quel était le nom de votre père? Nikolaus. Et son nom de famille? Barbie. Barbie. Et le nom de votre mère? Anna Hess. Anna Hess. Vous nous dites, vous vous appelez Altman. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altman? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957. Bolivie sous les deux noms, Klaus Altman et Klaus Barbie. Bien, asseyez-vous. Barbie donne le ton des débats, un imbroglio d'état civil, qui n'est que le premier acte de sa ligne de défense.
Au 3e jour du procès, il réserve à la cour un coup de théâtre. Nous venions de terminer l'évocation de la personnalité de Klaus Barbie et nous allions passer à l'examen des faits lorsque l'avocat de Klaus Barbie jette furtivement un regard sur son client. Klaus Barbie se lève. Monsieur le Président, je souhaite prendre la parole. Möchte ich nochmal erklären, dass ich bolivianischer Staatsangehöriger bin und dass ich hier physisch vor Ihnen stehe, verdanke ich nur dieser illegalen Ausweisung. Aus diesem Grunde habe ich vor, nicht mehr vor diesem Gericht hier zu erscheinen. Und ich bitte Sie, Herr Präsident, mich in die Haftanstalt St. Joseph zurückbringen zu lassen. On avait déjà abordé cette possibilité. Il craignait, étant donné la présence d'un large public, que ce soit un grand spectacle où il soit polichinelle sur lequel on jette des cailloux, et donc il préférait éviter. Monsieur le procureur général, peut-être voulez-vous intervenir? Barbie a le droit français pour lui, mais son choix suscite la colère du ministère public. Il y a plusieurs façons d'interroger. Il y en a une qui avait cours dans cette ville il y a plus de 40 ans, et celui qui était soumis à l'interrogatoire n'avait aucune possibilité de s'y soustraire. Il ne pouvait pas dire tranquillement « À partir de maintenant, je rentre dans ma cellule et puis j'y resterai tranquillement, faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. » On a été extrêmement surpris. On ne savait pas que ça pouvait exister, d'abord qu'un accusé ne comparaisse pas. Moi, je croyais que les accusés étaient obligés d'être là de toute façon. Maintenant, comme toujours, c'est Herr Nein, Monsieur Non, non à tout. Tout le monde a été déçu, tout le monde. C'était un peu l'effet du bon, mais en même temps un peu de déception, parce qu'on aurait voulu l'entendre là-dessus. Finalement, c'est lui qui, une fois de plus, se dérobe. C'est lui qui est un nazi honteux, qui n'ose même pas, actuellement, se pencher sur son passé et dire ce qui s'est passé. L'audience est suspendue. Klaus Barbie n'assistera donc pas à son propre procès. Alors qu'il quitte la salle, peut-être pour la dernière fois, Ladislas Doyos lui va tenter une interview improvisée dans la Souricière, ce petit couloir par lequel l'accusé est évacué du tribunal. C'était très très étroit. Alors je lui mets mes doigts dans les côtes pour savoir s'il avait un gilet pare-balles. Et non, là il se retourne et il me dit ah, Sie sind Hoyos. Vous êtes Hoyos. Je dis oui, vous vous souvenez? Ah oui, la passe, etc. Il se souvenait parfaitement. Vous n'avez pas beaucoup de courage, on dira. Vous n'avez pas beaucoup de courage, vous ne voulez pas rester au procès. Pourquoi? Mais parce que je suis bolivien. Vous avez été enlevé. Poussez-vous, monsieur. On m'a enlevé. On m'a livré à la France. Et puis on continue l'interview comme ça. Et à un moment donné, je lui dis, mais qui vous a donné Jean Moulin? Dites-moi, qui vous a vendu? Qui vous a donné Moulin? Non, ça, je peux vraiment pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. J'ai rien à dire. Certains nous ont dit, mais le procès est terminé. On a même vu certains journalistes repartir en disant, il n'y a plus de procès Barbie. Barbie n'est plus là. Quelle erreur. Quelle erreur. Car dès l'instant où Barbie est parti, la voix des victimes a occupé l'intégralité des débats. Barbie absent, les témoins vont se succéder à la barre et évoquer tour à tour, parfois pour la première fois, les crimes du boucher de Lyon. J'ai peine à vous décrire la bête sauvage qui était Barbie. On ne voyait pas un homme en lui. On avait l'impression qu'une bête féroce entrait dans la cellule. D'ailleurs, c'était la terreur. C'est lui qui, le premier, m'a flanqué cette paire de gifles. C'est lui qui m'a interrogé. C'est lui qui m'a envoyé en déportation. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant.
Mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Je me suis mise à parler, je me rappelle pas de ce que j'ai dit. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi. Je vous en prie, si vous voulez vous asseoir quelques instants. J'ai dans ma tête les cris de certains témoins, les pleurs. Je vois Simone Lagrange. Je ne la vois pas en tant que femme de 60 ans quand elle a témoigné, mais je vois la petite fille. Vous allez introduire monsieur l'huissier, monsieur Alexandre Alombrenner, s'il vous plaît. Approchez-vous. J'étais un petit peu troublé parce que c'était la première fois que je devrais parler devant tant de gens. Puis c'est pas une question de timidité, mais c'est très dur. Le malheur a frappé dans ma famille 2 fois. Approchez-vous un petit peu du micro, s'il vous plaît. J'ai dit le malheur a frappé dans ma famille 2 fois par la cause de la même personne, M. Klaus Barbie. Ma mère, quand elle est passée, on lui a pas demandé trop de parler. Qu'est-ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants? Il n'a plus cher, non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. Elle a dit des choses qu'une mère peut dire, voilà, des choses très dures. C'était un homme, comme il vit encore, un homme comme ça. Qu'est-ce qui me fait mal pour toute ma vie? Il y a eu un moment extraordinaire dans le procès, c'est le seul mot que j'entends et qui résume tout le crime contre l'humanité. C'est lorsque Sabine Slatin, la directrice de la maison des enfants d'Isieux, évoquant le rapt de ces gamins en ce printemps 1944, pousse des cris en direction de Barbie. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Tout était résumé. Tout était résumé. Toute l'horreur du crime contre l'humanité, toute sa signification, toute sa dimension, tout son paroxysme était exprimé à travers ces mots. Vous savez, à la fin de la journée, j'aurais pas pu vous dire combien on en avait entendu. Alors, ils étaient consignés, en fait, dans ce que j'écrivais. Mais c'était tel... Alors, il y avait un témoignage, hop, on passait au suivant. Et tous étaient horribles. Des témoignages en forme de réquisitoire que viennent compléter les 40 avocats pendant 2 semaines de plaidoirie. Fortuné, l'infortuné, est revenu d'Auschwitz, mais Jacques, Richard et Jean-Claude ne sont pas revenus. Quelle est la signification de cette page blanche? Quelqu'un aura répondu ici à cette place? C'est le linceul des enfants d'Isieux. Au nom de la France, enfin qui n'a que trop souffert de ses faiblesses, trop tardé sur ses remords, bref, trop douté de sa grandeur et de sa vérité, acquittez sans plus tarder Klaus Barbie. Le 3 juillet 1987, à quelques heures du verdict, Barbie n'a d'autre choix que d'être présent dans le box. Presque souriant, il est le dernier à prendre la parole. Je n'ai eu jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Quand il dit la guerre est finie, c'est comme si ça effaçait pour lui ce qui avait eu lieu et qu'aujourd'hui il n'y a plus la guerre et quelque part je suis un autre homme. Ça voulait presque dire pousse. Quand c'est la guerre, tout est permis. Ah ben, tout est dit, n'est-ce pas? Tout est dit. Hein? C'était la guerre. Point final. Garde, vous faites retirer l'accusé. L'audience est suspendue. Nous nous sommes retirés, nous les 9 jurés, dans une petite pièce où nous avons été enfermés à clé. Ça se passe toujours comme ça. Les fenêtres fermées, il faisait très 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 chaud.
Alors il y a eu un très long délibéré qui a donné lieu à un certain suspense, parce que les gens pensaient que c'était tellement évident qu'en quelques quarts d'heure, on allait rendre la décision. Mais il va falloir bien plus de temps au jury confiné derrière ses fenêtres pour répondre aux 341 questions relatives à la culpabilité de Barbie. La fin d'une attente interminable pour les parties civiles et les victimes, prêtes à passer toute la nuit au tribunal pour ne pas manquer l'énoncé du verdict. La Cour. Après plus de 6 heures de délibéré, l'audience reprend. Il est minuit. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. À ce moment-là, la salle était sous tension. On ne s'en rendait pas compte, en fait, de l'impact. Pour nous, c'était comme si on savait déjà ce qui allait se passer. Et en fait, la salle, pas du tout. Et il y avait beaucoup de tension, c'était un grand silence. Bien, accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. Il résulte que Klaus Barbie s'est rendu coupable, premièrement, d'avoir, en 1943, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou de persécution pour des motifs politiques, raciaux. Pendant 30 minutes, Barbie va écouter la lecture des 341 réponses du jury jusqu'à l'énoncé de sa peine. Il est alors près d'1h du matin. La Cour et le jury condamnent à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Il ne fait aucune observation, ni d'approbation, ni de désapprobation. Et il était nécessaire qu'il soit puni. L'audience criminelle est levée. L'audience... Silence, s'il vous plaît, je vous en prie. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Un petit peu de dignité, s'il vous plaît. C'était une explosion, un soulagement, parce que beaucoup de gens pouvaient craindre ou voulaient craindre un accident de parcours. Après 2 mois de procès, Barbie quitte le tribunal jugé coupable. Sans avoir exprimé aucun remords ni regret, il va rejoindre sa cellule pour purger une peine qu'il estime injuste. Je l'ai revu après, monsieur le procès. Il m'a dit, pourquoi ils m'ont condamné à la prison? Je dis, vous y attendez? Ah non, je m'attendais à être en résidence surveillée. Et comment vous conceviez ça? Une petite maison avec un peu de nature autour, et puis il y aurait eu des policiers qui m'auraient empêché de m'évader, etc. Mais je pensais que je méritais bien ça. En somme, une prison qui n'en était pas une. Pourtant, Barbie est bel et bien condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux de cette prison lyonnaise. Klaus Barbie meurt à l'âge de 77 ans, après avoir passé seulement 8 ans en prison. Pour moi, c'est l'horreur. Pour moi, c'est l'horreur. C'était vraiment... C'est le nazi dans toute sa splendeur, hein, parce que c'est vraiment pour moi, c'est l'horreur. Pour moi, il incarne la nuit, le noir, le mal. Le mal à l'état pur. Ça pose une question
une question grave et qui mérite beaucoup de réflexion de notre part, c'est de savoir comment certains régimes, je pose la question sans apporter de réponse, comment certains régimes peuvent engendrer des bêtes inhumaines, pour parodier la pièce célèbre, et en faire des monstres. Les Klaus Barbie, parce que ce n'est pas le seul, sont néfastes pour l'humanité, son idéologie. Les Klaus Barbie. Lui et les autres. L'humanité, elle ne mérite pas ça. Ce qui demeurera du procès Barbie, et ce à quoi aura servi le procès Barbie, c'est d'abord le souvenir des enfants d'Isieux. Voilà.